Oui, moi ce que je note, c'est qu'Emmanuel Macron s'est complètement aligné aujourd'hui sur Donald Trump. Donc dans son discours, on ne retient pas grand-chose. Il a sorti un petit peu tous les poncifs qu'il faut sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité que Emmanuel Macron a essayé de nier depuis 3 ans. C'est tout simplement que la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est notamment une guerre par proxy entre la Russie et les États-Unis. Donc bien entendu que l'Union européenne, elle se retrouve complètement effacée aujourd'hui. Ce que je note, c'est qu'Emmanuel Macron, qui n'a cessé de dire, par exemple, qu'il enverrait peut-être des Français sur le terrain de guerre en Ukraine, aujourd'hui s'est aligné sur la position la plus favorable vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il y avait plusieurs scénarios qui étaient sur la table. Donald Trump, il a pris le scénario le plus favorable vis-à-vis de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que ce qu'il mise d'abord, et on le note notamment quand on lit Brzezinski sur le grand échiquier, c'est de détacher la Russie de la Chine. Et donc pour ça, il s'aligne sur un certain nombre de demandes de la part de Vladimir Poutine. C'est très stratégique de sa part. Mais en revanche, c'est sûr que c'est surprenant de voir qu'Emmanuel Macron aujourd'hui se couche parce qu'il est tout simplement en train de constater que de toute façon, face à l'ogre russe et à l'ogre américain, aujourd'hui, il ne pèse pas grand-chose. Mais il n'a pas besoin de nous humilier aujourd'hui. Il a déjà gagné parce qu'on se retrouve avec Philippe Guibert, lui-même qui défend la position de Donald Trump. Alors qu'il y a un mois, tous ceux qui en parlaient étaient qualifiés de pro-russes. Mais je veux dire, j'ai été qualifié de pro-russe. Vous avez vraiment la même veste, hein, c'est assez troublant de vous voir. Cet accord qui a été repris par Donald Trump aujourd'hui, ils ont démarré l'accord en reprenant ce qui avait été négocié avant, vous savez, le fameux massacre de Boutcha en avril 2022. Ils sont repartis sur ces bases. Tous ceux qui, en avril 2022, en France, disaient il faut négocier avec la Russie, on ne peut pas rendre la Crimée, on ne peut pas rendre le Donbass, on leur disait vous êtes des pro-russes, il ne faut pas abandonner l'Ukraine, il faut récupérer la Crimée. Et cette fois-ci, 2 ans plus tard, et des dizaines de milliers de morts, en final, vous savez, là où il est très fort, Donald Trump, c'est que vu que la semaine dernière, il a levé le bras justement sur la question des terres rares aujourd'hui et qu'il fait des sortes de concessions, vous dites, ah ben vous avez vu, il tend la main. Non, aujourd'hui, dans les faits, il cède tous les éléments parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on ne pouvait pas faire en sorte que la Russie perde. La Russie ne pouvait pas perdre parce que c'était une puissance nucléaire. Et vous, comme beaucoup, l'ont pas vu depuis 3 ans. Ce qui fait que si on avait négocié il y a 2 ans, on ne serait pas à 20% du territoire ukrainien perdu, on serait seulement à 10%. C'est une réalité. Non, c'est pas ça. Ce que disaient beaucoup de gens, et dont je faisais partie, c'est qu'on ne peut négocier la Russie de la Chine. On ne peut négocier avec Poutine qu'en position de force. Négocier avec Poutine en position de force aujourd'hui. En position de faiblesse, c'est perdant de toute façon. Mais Poutine, il a tout eu. La seule chose qu'il pourrait avoir de plus, c'est Odessa. C'est Odessa. Ça reste vrai. Mais quand on expliquait que Poutine... Quand tout le monde disait Poutine, il n'a pas pris Kiev, c'était son objectif. Il n'avait pas besoin de Kiev aujourd'hui. Il avait besoin du Donbass, qui est la partie la plus riche. La seule chose qu'il pouvait avoir de plus, c'était Odessa. Et sur la question de Zelensky, oui, je suis désolé, il va y avoir des élections très prochainement et c'est prévu en Ukraine pour Volodymyr Zelensky. Et comme beaucoup, ça s'est passé aussi en France. Il y aura, je le pense, un changement, évidemment, de gouvernement. C'est un truc qui risque presque pas d'arriver en Russie. Parce que Zelensky incarne l'image de la guerre et les Ukrainiens, et c'est normal, c'est naturel, voudront passer à autre chose. Je crois que Vladimir Poutine... Non, mais c'est important pour les prochaines guerres. C'est-à-dire que les prochaines guerres, tous ceux qui ont passé leur temps à dire on peut récupérer la Crimée... Éric, on peut vous répondre à un moment. Zelensky incarne la fierté de l'Ukraine qui a résisté à la Russie. Donc, avant de tirer des plans sur la comète dans une démocratie qui au moins a le mérite d'exister en Ukraine, dans 9 mois. Eh bien, on verra comment cette affaire se termine. C'est cette affaire qui, la façon dont l'accord de paix sera signé, qui déterminera le climat politique en Ukraine. Ne tirez pas des plans sur la comète. Certains disent que Poutine a lâché Bachar aussi pour laisser justement un petit peu du lest aux États-Unis. Alors ça, c'était à la demande d'Erdogan. Erdogan avait été supplié par Bachar, avait été supplié par Poutine d'essayer de faire quelque chose avec la Syrie. À un moment donné, ils n'y sont pas arrivés parce que Bachar a été buté. Et cet accord, d'ailleurs, il repart sur l'accord négocié par Erdogan en avril 2022. Bon, Gérald Olivier, avec Vladimir Poutine, c'est qu'en effet, Donald Trump envisage un rapprochement avec la Russie pour découpler la Russie de la Chine. Ça, c'est son objectif. Il reste pro-business et il pense au business avant tout. C'est la première chose qui l'anime. Et s'il détache la Russie de la Chine, il a le prix Nobel de la paix. C'est la meilleure opération. Tous les diplomates le disaient que c'était quasi impossible et pourtant, on est en train de voir que... Gérald Olivier. Il renforce surtout la sécurité nationale des États-Unis et il se concentre sur son autre rival, parce que son vrai rival, c'est la Chine, pas sur le plan stratégique d'une certaine façon, oui, mais beaucoup plus sur le plan commercial. C'est aussi parce que Trump avait clairement dit, et c'est pour ça que Poutine a senti qu'il avait un moment, mais que ça n'allait pas durer non plus des mois et des mois, que si Poutine l'humiliait,
il surarmerait l'Ukraine. Oui, c'était ça la stratégie. C'est pour ça qu'il y avait une fenêtre de tir, parce qu'on sait très bien que Trump ne pouvait pas finir humilié. C'était ça sa grande force. Tous ses conseillers faisaient passer le message. Soit il fait un deal très vite et on est prêt à lui donner plein de choses, soit on surarme. Mais c'était pas joué, parce qu'en ce moment, Poutine, il est en train de monter dans le Donbass. Donc l'arrêter, le freiner en ce moment, c'était très difficile, contrairement à il y a 2 ans. Bien entendu, c'est de l'hypocrisie. Quand on voit qu'au sein de la Macronie aujourd'hui, il y a seulement 2 députés qui osent s'offusquer de la fermeture de Maud Bréjon et Carl Olive. Ça veut dire et merci à eux, parce qu'ils sont courageux et qu'ils s'en prennent plein la figure en interne à Renaissance. Mais vous avez raison, Gauthier, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous faites partie de la Macronie et que vous défendez C8, c'est que vous êtes fasciste. Donc ne le faites pas. C'est ça la réalité. S'il y avait véritablement la liberté d'expression, parce qu'on sait très bien que parmi les députés macronistes, il y a quand même au moins 40 ou 50% de gens qui déplorent en privé la fermeture de C8. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent très bien que c'est une volonté gouvernementale. Et j'ai même envie de vous dire, si jamais Emmanuel Macron ne l'avait pas demandé cette fermeture, de toute façon, ce sont les mêmes. La force quand même de ce régime auquel on appartient aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus besoin de donner de consignes. Ils viennent des mêmes formations, ils ont le même corpus idéologique, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, partout. Ils n'ont même pas besoin de dire fermer telle et telle chose. Ils pensent exactement la même chose. C'est les mêmes qui sont nommés par les mêmes et qui prennent les mêmes décisions. Sauf que vous n'allez pas avoir le Conseil d'État qui va déjuger l'Arcom. Mais oui. Ils sont frères. Sauf que ça va leur retourner à la figure. Parce que cette dérive, moi que je qualifie complètement totalitaire aujourd'hui, quand on pense à Donald Trump justement, à qui on avait fermé sa page Facebook, à qui on l'avait dépeint comme un fasciste. Rappelez-vous en France comment on disait que cet homme finalement n'avait pas eu le droit presque d'être président de la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à ses côtés. Et Mark Zuckerberg et tous ceux qui l'ont censuré, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent 40 millions d'euros de dédommagement parce qu'ils disent on n'aurait pas dû le faire. Voilà ce qui va arriver d'ici quelques années. Il va y avoir un boomerang, à mon avis, un boomerang pour l'Arcom qui va être terrible. Oui, la gauche a abandonné la valeur travail. Et maintenant, la gauche a abandonné les thèmes sécuritaires. Et maintenant, la gauche abandonne la liberté d'expression. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est passé de « il est interdit d'interdire » à « il faut tout interdire ». Oui, on est passé des radios libres qu'on libère en 81 à « il faut interdire une chaîne ». Voilà. Oui, et la gauche aujourd'hui dans la Macronie. C'est ça aussi qu'il faut souligner, parce que sinon on aura entendu tous les macronistes, parce que vous savez, à chaque fois on s'attaque à la France insoumise, très bien, mais aujourd'hui il y a un arc commun de valeurs avec l'ensemble de la Macronie qui est complètement raccord avec ça. Et moi je rejoins ce que dit François-Olivier. Non, je très modérément. Non. Elle est ministre de la Culture. Si elle avait voulu dire les choses, croyez-moi, en général, quand elle n'est pas contente, on l'entend très bien. Et Emmanuel Macron, en termes d'interventionnisme, il sait le dire. Et moi je suis désolé, Emmanuel Macron, il s'est fait élire en 2017 en faisant quoi? En parlant de ces entreprises qui réussissent. C'est quoi ce pays où quand il se passe quelque chose avec une entreprise qui cartonne, parce que, croyez-moi, en 2005, qui étaient les premiers à croire dans la TNT? C'était le patron d'énergie et c'était Vincent Bolloré. Peu de gens y croyaient à l'époque. Et maintenant, au bout de 20 ans, quand on arrive à du succès, on dit on ferme la boutique. Quel est le message qu'on envoie aujourd'hui? Quel est le message? Donc Emmanuel Macron, désolé, mais il trahit complètement son message de la méritocratie, des success stories, etc. Et là où François-Olivier Guibert a raison, c'est sur le fait qu'initialement, c'était CNews. Moi, François-Olivier Gisbert. Guibert, il est là. Et François-Olivier Gisbert, il était là ce matin. On n'y est pas loin. Moi, je me souviens, il y a près de 9 mois, juste à côté, il y avait Georges Fenech dans le couloir à côté qui me disait mais c'est CNews, peut-être qu'on va y passer. Peut-être qu'on va y passer. C'est quand même ça la réalité. Et moi, CNews n'y est pas passé. Oui, il n'est pas passé. Non, mais on est quand même une cible. Oui, mais ce que je souligne, c'est pas un lapin de 3 semaines. On est une cible. Ce que je souligne et ce que je peux noter et que nos téléspectateurs en aient conscience, c'est que malgré tout, CNews aujourd'hui ne s'auto-censure pas. Et vraiment, moi qui suis là régulièrement depuis 6 semaines, je suis impressionné. Je suis impressionné. Et je pense qu'eux-mêmes, ils sont énervés parce qu'ils s'imaginaient peut-être qu'ils mettraient un bâillon. Et c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'ils imaginent toujours s'en sortir, vous savez. Ils ont voulu faire mal. Ils sont dans une sorte de couloir de la mort. Ils sont dans un couloir de la mort et ils imaginent qu'à la fin, ils auront une grâce. C'est ça la réalité, sauf que cette grâce, elle n'arrivera pas. Ils sont simplement en train de gagner un peu de temps. Bon, après l'énervement d'Éric Tegner. Moi, je ne comprends pas vraiment, ça veut dire que je pense que c'est ce qui va se passer le 1er mars. Les gens encore sont en train de se dire, peut-être, mais je pense que même les gens ne croient pas que ça va fermer. Ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est pas possible. Mais même nous, on a du mal à réaliser, on en parlait tout à l'heure avec Valérie Bédaïm et Cyril Hanouna sur Europe 1, on a du mal à réaliser, à se dire, dans 4 jours, c'est terminé. Et parce que les politiques, ils ne savent plus rien faire, plus rien produire, ils ne savent faire qu'une chose, c'est réguler aujourd'hui. Oui. Réguler. C'est la France, l'Union européenne. Ça, c'est le très bon mot de Pascal Praud ce week-end dans le JDD. On ne dit plus censurer, on dit réguler. Voilà. Comme ça, c'est plus doux. On vous régule. Je vais vous réguler, Éric Tegner. Non, c'est pas vous. Vous allez créer une instance qui va m'en parler. Voilà. Alors, il y a des charges aussi.
Cahier des charges. Oui, mais dans le cahier des charges, il faudrait peut-être ajouter aussi les opinions autorisées. Mais il se moque de nous. Je pense que Xavier Hofer connaît bien ce qui se passe à l'étranger pour le confirmer. Vous savez, dans les dictatures, lorsqu'ils ferment des médias, ils disent pas je décide de fermer tel média. Ils vont toujours inventer un prétexte. À chaque fois, ils inventent des prétextes en permanence. Ils essayent d'avoir des proxys. Ils vont expliquer que telle ou telle chose, ou ils vont inventer que l'autre, finalement, c'est un espion au service de l'étranger, etc. Aujourd'hui, ils sont en train de nous enfumer quand ils expliquent que ce n'est pas de la censure politique. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, parce que sur les différents critères de ce fameux cahier des charges, moi, je suis désolé, je ne vois pas en quel point, pourquoi C8 aujourd'hui ne serait pas maintenu. Ils ont un apport, ils font des documentaires, ils investissent énormément, il y a beaucoup de salariés, il y a de l'audience, je ne vois pas ce que c'est. C'est une chaîne de M. Kretinsky, qui est un proche parmi les proches du président de la République et qui va faire une chaîne pro-Macron. Et qui a donné des gages à Emmanuel Macron récemment. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Qui vont faire une chaîne pro-Macron. Vous connaissez M. Kretinsky? Vous avez vu les médias déjà qu'il possède? Oui, c'est Marianne. Il a fait tirer la directrice. Et qu'est-ce qui s'est passé à Marianne? Oui, d'accord. Et parce qu'il considérait qu'elle était trop anti-Macron et surtout anti-Alexis Kohler. Vous parliez de l'étape. Natacha Polony. Le sujet, c'est secrétaire général du gouvernement. Vous imaginez? C'est ça. Il a cherché à donner des gages tous ces derniers mois. Moi, ce qui me surprend, Philippe Guibert, c'est quoi? C'est que depuis 12 mois, dans le pays, c'est rien passé. Sauf une chose, la suppression de C8. La seule chose qui se passe dans le cadre, quand même, on ne peut pas passer de grandes lois, on ne peut pas s'accorder, il n'y a rien de vraiment radical qui peut se passer. La seule chose de radical qui s'est produite dans le pays, c'est la fermeture C8. Donc bien entendu que c'est politique aujourd'hui. Oui, mais si le président était intervenu, il n'aurait pas fermé C8. Il aurait fermé une chaîne politique. Bah oui. Bah non, mais C8. Rachel a parfaitement raison. Et C8, vous croyez que Touche pas à mon poste ne le dérange pas, avec ses 2 700 000 personnes tous les soirs, qui Touche pas à mon poste, premier talk à avoir reçu les gilets jaunes, à avoir donné la parole aux agriculteurs, à avoir remis en cause le vaccin pour tous, même pour les jeunes en parfaite santé. Vous pensez que ça dérange pas le pouvoir? Il n'y a qu'une seule émission, il n'y a pas toutes ces émissions. Ah oui, mais c'est 3 heures de talk tous les soirs qui fait 3 millions de téléspectateurs la semaine dernière. On est dans une émission 100% politique. La chaîne la plus politique, Rachel a parfaitement raison. Oui, mais vous dites ça. Alors il y a une autre possibilité. Vous vouliez viser CNews. Vous dites première chaîne info, c'est quand même délicat. Donc on va viser C8. C'est vrai ce que dit Gauthier. Et C8, TPMP, c'est quoi? TPMP aussi, Philippe Guibert, moi qui suis très axé sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous aussi. TPMP, c'est aussi la chambre d'écho de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, quand quelqu'un se produit, il va chercher la vidéo, il la fait remonter directement. Il se fait alerter sur un sujet, il fait remonter. Il croise des gilets jaunes dans la rue, il dit rentrez. C'est ça qui les exaspère. Parce qu'ils veulent à tout prix censurer les réseaux sociaux. Je vais vous dire une chose quand même. Pourquoi ils accélèrent en ce moment? Parce qu'ils voient ce qui se passe avec Zuckerberg et Elon Musk. C'est ça qui leur met les jetons. Mais ceci dit, Cyril Hanouna, il va retrouver une parole quelque part. Vous avez bien raison. Donc ils ne feront taire personne. Donc les seuls impactés, c'est ceux qui faisaient de C8 en coulisses une réussite. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Et donc je pense que tout ça va se retourner contre il va y avoir un effet boomerang terrible. Et que l'Arcom a perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire. C'est proprement hallucinant. Un mot court, Éric Tegner, puis je veux qu'on entende le coup de gueule de William Lémergie ce midi. William Lémergie qui est d'habitude si réservé, qui ne prend pas la parole comme ça. À l'anglaise. Et exactement, un style britannique, sa classe légendaire. Et là, vous allez voir ce qu'il a dit, c'est très fort, très puissant. Et l'humiliation des derniers jours, on voit que les audiences de C8 sont au top. Au top. Donc évidemment que le public, il est là jusqu'au dernier moment. Et l'autre point, c'est que lorsque je regardais les émissions de Cyril Hanouna qui mettaient en avant ses employés, pardonnez-moi, mais on sent une diversité sociale dans ces employés. Ce n'est pas la chaîne de droite bourgeoise qu'on pourrait dépeindre aujourd'hui. Ce sont des employés qui, je pense, politiquement, viennent de tous les bords aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils sont en train de mépriser. Et ça, les Français le voient très bien. C'est pas une faute professionnelle. Elle a simplement trahi justement ce qu'elle pense profondément. Aujourd'hui, le grand problème d'une majorité de journalistes du service public, c'est que, pardonnez-moi, ce sont des gauchistes qui réellement aujourd'hui sont en partie côté de Moi, justement, je voulais apporter une nuance sur ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Guibert. Ce n'est pas d'un côté le service public et de l'autre les autres médias comme C8 ou CNews. Aujourd'hui, ce qui est là où il y a un deux poids deux mesures, c'est quoi? C'est que certaines opinions, en particulier, sont censurées. Tout ce qui peut être qualifié comme étant une opinion de droite doit être censuré.
Tout le reste ne l'est jamais et est alimenté. C'est ça la réalité. Si demain, croyez-moi Philippe Guibert, à la tête de France Inter... Ce matin, sur France Inter, il y avait un édito de Dominique Rémy qui était impeccable. Quelqu'un jugé de droite, ne généralisez pas. À ce moment-là, on aurait bien l'État qui commencerait à s'immiscer dans la gestion de France Inter, croyez-moi. Il ne faut jamais faire pour ses adversaires ce que ses adversaires essayent de faire pour nous. Donc, ayons un peu de nuance, respectons aussi... Il y a plein de professionnels... Il y a plein de professionnels sur le service public qui sont extrêmement respectables. À droite, quand on fait une erreur, on s'excuse tout de suite. Ouais, c'est sûr que la droite n'a jamais fait d'erreur et qu'il s'est toujours excusé. Bon, mais là, ça mérite des excuses au minimum. Là, c'est plus que des excuses. C'est plus que des excuses parce qu'il y a une volonté de brouiller la vérité en instaurant une sorte de doute sur une vérité factuelle. Je vous en parlais. Malheureusement, je pense que jamais. Et Marion Maréchal a parfaitement raison sur ce cas, parce que quand on prend le cas très précisément aujourd'hui, on sait que Gérald Darmanin l'a évoqué nommément lorsqu'il avait rencontré les autorités algériennes. Et ensuite, lorsqu'il a transféré le dossier à Bruno Retailleau l'a fait également. C'était pas un dossier perdu comme d'autres peuvent l'être, où c'est simplement un préfet qui va en parler, ou un obscur. Voilà. Là-dessus, c'était vraiment, pas en haut de la pile, mais presque. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment aujourd'hui le régime algérien est incapable de recevoir des gens qui sont connus pour radicalisation. Parce que ce personnage, justement, était connu pour radicalisation. On ne parle pas simplement d'OQTF, de quelqu'un qui a été interpellé pour un simple trafic de drogue. On parle de gens qui sont véritablement des djihadistes. Donc oui, ça pose un problème. Ça montre à quel point aujourd'hui, le gouvernement algérien est complètement obstiné aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut justement, les réveiller, à part le fait de rentrer véritablement dans de la rétorsion, dans de la sanction à leur égard. Oui, Xavier Hofer. Oui, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Parce que la France, comme l'Union européenne aujourd'hui, sont complètement effacées de ces négociations. Pourquoi ? Parce que depuis le début, cette guerre entre justement les États-Unis et la Russie, c'est une guerre par proxy, à travers le biais ukrainien. Et ça, Emmanuel Macron n'a cessé de le refuser depuis des années, justement. Alors là, qu'est-ce que sort Donald Trump ? Il ressort le fameux plan déjà concocté par Erdogan en avril 2022. On se rappelle, juste avant Boutcha, juste avant que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, arrive sous conseil de Joe Biden et casse cet accord. Et au final, on aura attendu 2 ans. On aura également eu des problèmes d'inflation. On aura coupé les questions de gaz avec la Russie pour racheter finalement le gaz russe à travers le biais des Algériens et évidemment bien plus cher. On en sort ridiculisé. On va devoir évidemment financer une partie de la sécurité de l'Ukraine. Et derrière Trump, il regarde quoi ? Il regarde la Chine. Là, le sourire de Mohamed Amra, Éric Tegner, alors que 2 pères de famille ont été tués, un père de famille et un futur père, puisque sa femme était enceinte au moment où il est assassiné. Et on a juste envie d'une chose, c'est de lui faire disparaître son sourire en lui mettant une peine de prison maximale pour qu'il arrête de sourire une bonne fois pour toutes. Oui, c'est sûr qu'on espère que la justice ira jusqu'au bout avec lui. Moi, dès que j'ai vu son sourire, je n'y croyais pas. C'est un homme déjà qu'on avait sous-estimé l'année dernière, parce que lorsqu'il y a eu justement cette évasion spectaculaire où à aucun moment les tueurs, et on espère que les tueurs également vont être ou ont été arrêtés et seront condamnés. Il y a un tueur. C'est le même qui a tué les 2. Et qui l'a fait sans donner la moindre chance aux agents pénitentiaires. Ils sont venus pour tuer et pour libérer cet homme. Et cela, vous avez vu la défense qui se prépare pour Mohamed Amra. J'étais pas au courant que j'allais être exfiltré par cette équipe. Ça s'est fait à mon insu. Et ce soir, il refuse d'être extradé et de revenir en France. Il a commandité des assassinats depuis sa cellule, là aussi, Mohamed Amra. Oui, surtout qu'on pourrait se dire, essayons d'avoir une réaction proportionnée. Mais pour l'instant, on n'a même pas pris la moindre sanction. On pourrait commencer par imposer des taxes sur les transferts d'argent. On pourrait empêcher par stopper les visas diplomatiques. Faire en sorte également, vous savez, en Algérie, les diplomates français sont sous résidence surveillée, ne peuvent pas sortir d'Alger sans être... Voilà, en France, à Paris, les diplomates algériens peuvent tout à fait se promener tranquillement en France. Il y a toute une série de mesures à faire. Et du côté, évidemment, des clandestins sous OQTF dont on parlait tout à l'heure, commençons par interner préventivement les fichiers S pour radicalisation. Parce qu'évidemment, c'est pas demain la veille qu'on trouvera une solution diplomatique. Bon, ça va être horrible cette semaine, Éric Tegner. Ça va être horrible. Et dans 4 jours, C8 va disparaître. Dans 4 jours. Oui, je pense que les Français n'ont pas conscience. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est le précédent que ça va créer. Là, on est en train de créer l'émoi. Et demain, lorsqu'il y aura d'autres suppressions, d'autres interdictions de chaînes, ça passera peut-être justement de façon extrêmement normale. Ça semble choquant aujourd'hui. C'est la première fois en Europe que ce type de choses arrive aujourd'hui.
Et évidemment que c'est quelque chose de politique. L'Arcom, c'est une institution qui obéit de toute façon aux ordres. Ce ne sont pas des gens qui sont fondamentalement courageux. Si l'Élysée avait fait comprendre qu'il ne devait pas interdire la chaîne C8, de toute façon, elle aurait continué d'émettre, mais il y aura un retour de bâton un jour ou l'autre. Vous connaissez. On va remercier le chasseur Éric Tegner. Merci Gauthier, merci Julien. Ouais. Vous n'avez pas chanté Les Oies Sauvages, non? Ah non, absolument pas. En revanche, j'étais au Salon de la Culture ce week-end. Beaucoup de téléspectateurs de CNews. Hein. Ils vous félicitent et vous remercient. C'est vrai. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Julien. Vous rentrez sur vos terres. En montagne. Dans son château. Voilà. Dans son cottage. Bravo.